Bonsoir, bonjour ou bon après-midi selon le coin du monde où vous vous trouvez. Bonsoir ou bonjour à vous qui nous suivez à partir des États-Unis d'Amérique, du Canada et ailleurs sur le continent américain. Bonsoir en Europe, en Asie et en Océanie. Bonsoir à vous qui êtes dans la région de Grand Lac. Bonsoir au Burundi, au Rwanda, à Goma, Rutshuru, Kanyabayonga, Kichanga, Mweso, Gashuga, Karembe. Bonsoir à Mushaki, à Matanda, Kagundu, Rubaya, Bweramana, Kiroche. Bonsoir à Sake, bonsoir à Bihambwe, bonsoir à Kasehe, à Kitsumbiro, à Shanjo, bonsoir à Numbi, à Karungu, à Lumbishi et à Mukwija. Bonsoir à Nyabibwe et à Kinyezire. Bonsoir à Kasunyu et à Minova. Bonsoir à Kasika, à Gahwera et à Rundu. Bonsoir à tous et bienvenue aux ondes de radio-télévision Nourou Mashariki. Bienvenue à notre bulletin d'information du jeudi 15 avril 2025. Voici les principaux titres de ce journal. 1. Les FARDC qui se cachaient à Goma commencent à se rendre petit à petit. 2. La Samdia Rassi se retire de la République démocratique du Congo. 3. Le journal Le Soir met en question la gouvernance au Burundi. Développement des titres. Les FARDC qui se cachaient à Goma commencent à se rendre petit à petit. Ces derniers jours, une situation étonnante se développe à Goma. Plusieurs éléments des FARDC forces régulières, des Wazalendo groupes armés et même des combattants FDLR qui s'étaient réfugiés soit dans les quartiers de Goma, soit dans les enceintes de la MONUSCO, commencent à se rendre volontairement à l'Alliance Fleuve Congo M23. Parmi ceux qui s'étaient abrités chez la MONUSCO, quelques-uns ont fait un choix de se remettre et ont été transportés vers le camp de Rumangabo contrôlé par l'AFC M23. La tendance semble s'étendre. À Kasika, 2 jeunes soldats FARDC se sont rendus publiquement pendant une réunion communautaire sous les yeux de la population. Ce mouvement soulève des questions sur les motivations de ces redditions. Fatigue de la guerre, sentiment d'abandon ou changement d'alliance. Mais une chose est claire, le paysage militaire dans la région est en train de changer sous nos yeux avec un basculement inédit d'acteurs vers l'ARC M23. Écoutons ce qui s'est passé à Goma, à Kasika précisément. Quelques jours seulement après les passages d'une équipe de sensibilisation et de recrutement de l'AFC M23 dans le quartier Kasika, une onde de choc positive semble se propager. Ce mardi 15 avril 2025, 2 jeunes identifiés comme militaires de FARDC ont franchi les pas, se présentant volontairement aux forces de l'AFC M23. Tous deux âgés d'une vingtaine d'années, ces jeunes disent venir au sein du mouvement AFC M23 pour intégrer l'armée révolutionnaire congolaise ARC. Selon leur propre témoignage, leur décision a été directement influencée par la récente sensibilisation menée dans leur quartier de Kasika. Ils affirment avoir été présents lors de cette initiative et avoir été touchés par l'appel lancé par l'équipe chargée de la mobilisation et du recrutement. Deux informations à quartier, c'est que vous avez qui nous avons reçu l'information au quartier où nous étions. On nous a informé que il ne sera plus possible pour nous de rester dans le quartier. Les chefs de quartier commençaient à nous refuser dans leur quartier. Nous étions de
la 231e, du 231e bataillon, nous avons été formés à Mura, c'est au Katanga. DRR 23e brigade. Nous étions dans la 23e brigade. Nous étions à Lubumbashi. Depuis la formation, on était à Lubumbashi. Puis nous avons quitté Lubumbashi, on nous a fait quitter Lubumbashi. Nous sommes arrivés, nous sommes venus à Goma. Et voir le lieu, mon domicile, le lieu d'où je suis venu. Moi, je ne connais pas Goma. Mon collègue ici, c'est la même chose. Lui aussi ne connaît pas Goma. Nous avons marché. Et quand on a informé sur le meeting, la tenue du meeting, la tenue de la réunion communautaire, alors il a été nécessaire que nous soyons présents ici à la réunion. Ce qui me motive, moi, je suis venu faire le travail. Au-delà de leur engagement. Ce qui nous a poussé alors à venir nous remettre, c'est que nous avons reçu ces informations. Nous sommes décidés de rejoindre la FCM 23. Militaires, ces jeunes ont saisi l'opportunité de leur ralliement pour adresser un message à leur famille. Ils ont tenu à rassurer leurs proches, confirmant qu'ils sont en vie et qu'ils nourrissent une détermination sans faille à se battre pour un changement. Moi, je suis Kassaye de Mbujimaï. Les parents qui me voient ici, qui voient ma face, ou bien les autres qui me connaissent, qu'ils se calment. Moi, je ne suis pas mort, je suis toujours vivant. Je suis venu faire le travail. Et quand Dieu décidera que nous nous revoyons avec vous, on va se revoir. Et quand il va décider ma mort, je vais mourir, c'est comme ça. C'est moi Tambo qui parle. Et alors son collègue, lui aussi, lance un message à ses parents et à sa famille. Moi, je suis venu de Kinshasa, mais mon origine, c'est Bandundu. La mort, c'est individuel. Si la mort t'attrape, ça t'attrape, tu pars. Si ça ne t'attrape pas, tu restes vivant. Les cas de ce jeune va encourager sûrement d'autres, potentiellement issus des rangs adverses, à reconsidérer leur engagement et à envisager de rejoindre l'ARC. Voilà, c'était deux jeunes soldats des FRDC qui se sont remis à la RCM 23 aujourd'hui, en date du 15 avril 2025, à Goma, dans un quartier dénommé Kasika. Cette reddition fait suite à l'appel de Laurence Kanyuka, le point focal de l'AFC M23 en matière politique, les chargés de communication, qui a dit, je cite, «
Nous disons à nos frères FARDC et Wazalendo de venir déposer leurs armes pour qu'ils puissent être intégrés et ne suivent plus les ordres de Tshisekedi, qui est à la fin de son pouvoir. Très bientôt, M. Tshisekedi sera conjugué au passé. Écoutez la voix de Lawrence Kanyuka. L'argent dans les zones libérées afin que les jeunes fassent des crimes, commettent des crimes chaque jour. Et nous arrêtons beaucoup, nous intervenons chaque fois et nous disons à nos frères, à ce moment, de venir déposer leurs armes, nous allons les intégrer, qu'ils ne puissent pas suivre les ordres de M. Tshisekedi qui est à la fin de son pouvoir. Car très bientôt, M. Tshisekedi sera conjugué au passé. La ville de Bukavu, comme vous avez vu et comme vous êtes avec le gouverneur ainsi que le maire de la ville, il y a la paix, il y a la sécurité. Kavumu est toujours sous contrôle de l'AFC M23. Nous avons des éléments de l'armée révolutionnaire congolaise qui assurent la sécurité dans toutes les zones. La Samedi Arassi se retire de la République démocratique du Congo. Il y a eu une réunion qui s'est tenue en Tanzanie le 11 avril 2025, mais beaucoup de gens ne l'ont pas su. Cette réunion avait pour but d'examiner le retrait de forces de la Samedi Arassi déployées en République démocratique du Congo dans le cadre de la mission dite de rétablissement de la paix appelée Samedi Arassi. Lors de cette réunion, il a été décidé que les forces de la SADC, donc Samedi Arassi donc, passeront par le Rwanda pour rentrer dans leur pays. En d'autres termes, elles traverseront le territoire rwandais. Il existe des accords internationaux qui stipulent comment les forces battues ainsi que leurs armes doivent se replier. On ne peut pas faire passer les armes avec des munitions par Kigali ou Rubavu. Jamais. Si les munitions devaient transiter séparément et les armes aussi, cela voudrait dire que l'AFC M23 accepte que des armes franchissent sa frontière, sachant que la SADC les a utilisées contre elle-même le 11 avril 2025. Il n'y a pas encore de date précise fixée pour le retrait de ces groupes du Kivu, mais ce qui est sûr, c'est qu'elles passeront par le Rwanda. Vous comprenez donc que cette information ne peut pas nous échapper et avec nos caméras, nous prendrons des photos et nous les partagerons avec vous. Même s'il devait passer sous terre, je serai là, car le Rwanda est mon pays, c'est ton pays, c'est notre pays, c'est chez nous. Tout étranger doit avoir ses mouvements connus conformément à nos lois. Je sens que beaucoup d'entre vous sont contents que la SADC quitte le Kivu. Il ne restera alors que la MONUSCO. Lors d'une réunion d'urgence tenue le 14 avril à Dar es Salaam, les experts de la SADC réunis sous la houlette du professeur Kula Telatsane, directeur de l'organe en charge des affaires politiques, de la défense et de la sécurité, ont décidé que les troupes quitteront Goma par voie terrestre en passant par le Rwanda. Cette solution, bien que complexe sur le plan logistique et diplomatique, a été jugée nécessaire pour éviter un enlisement sur le terrain. La décision a été à l'issue d'une rencontre stratégique le 11 avril au siège de la Tanzania People's Defense Force, TPDF, en présence des chefs des armées des trois pays,
contributeur à la mission, le général Ramazani Mampwanya pour l'Afrique du Sud, le général Jacob Mkunda pour la Tanzanie et le général Paul Firi pour les Malawi. Selon des sources militaires sud-africaines, les contingents de la Samdia-Rassi convergeront vers Chato en Tanzanie où chaque nation membre procédera au rapatriement de ses soldats et son matériel. Cette manœuvre de repli intervient dans un contexte sécuritaire toujours instable à l'est de la République démocratique du Congo où les tensions entre groupes armés persistent malgré les efforts régionaux pour ramener la paix. Alors que l'opération devait initialement s'appuyer sur l'aéroport de Goma comme point de sortie, les récents retards dans sa remise en service ont forcé la Samdia-Rassi à revoir son approche. Le passage par le Rwanda, bien que politiquement sensible, apparaît désormais comme l'unique option viable à court terme. En réalité, au lieu de retourner dans leur pays d'origine, la Samdia-Rassi ont décidé de s'installer à Chato, un endroit qui se trouve en République unie de Tanzanie. Chato n'est pas très loin. C'est situé à environ 190 km de la frontière entre le Rwanda et la Tanzanie, plus précisément à partir du poste frontalier de Rusumo. Si on fait le trajet en voiture, cela prendrait environ 4 heures. Donc, ce n'est pas un lieu complètement isolé ou inaccessible. C'est un endroit stratégique dans une zone sensible au cœur de la région de Grand Lac. Cette décision soulève beaucoup de questions et d'inquiétudes. Pourquoi ces militaires ne rentrent-ils pas chez eux? Qu'est-ce qui les pousse à s'installer dans une autre région, dans un autre pays et surtout aussi près d'une frontière? Cette situation préoccupe beaucoup les populations locales, les autorités et même la communauté internationale. On ne comprend pas bien les intentions de la Samdia-Rassi. S'agit-il d'un simple choix géographique? Est-ce une décision temporaire? Ou est-ce qu'il y a une intention cachée derrière ce déplacement? Ce qui est sûr, c'est que leur présence à Chato inquiète. Beaucoup craignent que ce ne soit pas vraiment un retrait, mais une sorte de repli stratégique. Ils auraient quitté le front, oui, mais sans vraiment renoncer à la lutte. Peut-être veulent-ils simplement se réorganiser ou attendre que la situation change pour mieux revenir plus tard? Dans cette région de Grand Lac, on sait que les conflits armés ont souvent des racines profondes, qu'ils durent dans le temps et que les affrontements disparaissent rarement de façon complète. La question que tout le monde se pose, c'est pourquoi ces forces choisissent-elles Chato? Est-ce un lieu sûr pour eux? Ont-ils un objectif caché? La méfiance est grande. Certains redoutent même que ces forces qui ont déjà échoué au front finissent par se renforcer et recommencer les combats plus tard. Il y a une peur réelle que cette installation soit une manœuvre pour rebondir dans le futur. Et dans une région déjà fragile, cela pourrait relancer des tensions et des violences. Les habitants de la région ne comprennent pas cette décision.
Ils se demandent pourquoi ces forces ne sont pas rapatriées chez elles, comme on pourrait s'y attendre après un retrait. Au lieu de cela, ils restent armés et changent simplement de position géographique, ce qui n'est pas un vrai pas vers la paix. On voit une force qui bouge, qui s'installe ailleurs, mais qui garde ses armes, ses intentions floues et qui reste une menace potentielle. Et si jamais ces forces décidaient de revenir aux armes un jour, que feront-elles? Contre qui vont-elles se retourner? C'est ce genre de questions angoissantes qui circulent parmi les populations locales, les observateurs et même le gouvernement. Car la paix dans la région des Grands Lacs est très fragile. Un petit incident peut tout faire basculer. Le déplacement des forces de la Samedi-Arassi à Chato n'est donc pas un simple mouvement logistique. C'est un événement lourd de conséquences potentielles. Il faut que les autorités tanzaniennes, les pays voisins et les organisations internationales soient vigilants et prennent ce signal au sérieux. Car laisser une force s'installer dans une région, c'est prendre un grand risque pour la paix, pour la sécurité, pour la stabilité de toute une zone. Et on ne peut pas se permettre ce genre de risque, surtout dans une région déjà marquée par tant de conflits de souffrances et de déplacements des populations. La meilleure solution serait que chaque force retourne dans son pays. Mais pour cela, il faut une volonté politique forte. Il faut aussi du dialogue, de la coopération entre les États et surtout une vision commune pour construire la paix. Sinon, ce genre de déplacement des forces ne fera que nourrir les tensions, la peur et l'instabilité. Et les populations, elles, resteront les premières victimes, des innocents qui n'aspirent qu'à une chose, vivre en paix. Le journal Le Soir met en question la gouvernance du Burundi. Le journal Le Soir met en question la gouvernance du Burundi. Effectivement, la critique du journal Le Soir à l'égard de la gouvernance au Burundi met en lumière une réalité profonde que partagent de nombreux pays à travers le monde. Les symboles de l'État ne garantissent pas à eux seuls le bon fonctionnement d'un pays. Avoir un président, un hymne national, un drapeau, des institutions et une constitution sont des éléments fondamentaux de la souveraineté d'un État. Toutefois, ils ne suffisent pas pour assurer la paix, la prospérité et le bien-être des citoyens. Ce qui donne vie à une nation, c'est la qualité de gouvernance, l'engagement des dirigeants envers les biens communs, le respect de l'état de droit, la transparence et la participation active des citoyens. Dans le cas du Burundi, comme dans d'autres contextes similaires, les critiques peuvent s'appuyer sur des éléments comme le manque du respect des droits humains, la corruption systématique, le contrôle de l'information ou la répression des voix dissidentes, des institutions qui, bien que présentes sur le papier, sont instrumentalisées. Ces failles montrent que les symboles étatiques ne sont que des coquilles vides si les principes démocratiques, la justice sociale, la responsabilité ne les accompagnent pas. La gouvernance, pour être légitime et efficace, doit s'incarner dans des pratiques quotidiennes d'écoute, de justice, de transparence et de service au peuple. Sans cela, les institutions perdent leur crédibilité et les citoyens se sentent
de plus en plus déconnectés à l'État. Suivons l'extrait du journal Le Soir. Le Soir écrit: Bujumbura, avril 2025, en apparence tout est un président, un drapeau, un hymne national, des institutions, une constitution, et pourtant, sur le terrain, ce que l'on observe au Burundi ne ressemble plus à un État fonctionnel, encore moins à une nation portée par un projet commun. C'est un pays qui semble occupé de l'intérieur par des élites armées qui gouvernent sans boussole, sans culture d'État et parfois même sans vergogne. En mission pour le soir, j'ai sillonné ce petit pays enclavé d'Afrique de l'Est pendant 2 semaines. Loin des discours officiels, j'ai trouvé une population épuisée, une jeunesse résignée et une administration désarticulée, tiraillée entre loyauté clanique et improvisation permanente. Voici ce que j'ai vu, entendu et compris. Une gouvernance aux mains des généraux désunis. Le chef de l'État Évariste Ndayishimiye, successeur de Pierre Nkurunziza, semble perpétuer le style autoritaire de son prédécesseur sans réelle innovation ni rupture. Le président de l'Assemblée nationale, Djeras Ndabirabe, et celui du Sénat, Emmanuel Sinzo Hagera, sont des silhouettes institutionnelles effacées, issus du même parti dominant, le CNDD-FDD. Son secrétaire général, Révérien Ndikurio, figure dure du régime, est connu pour ses discours incendiaires qui clivent bien plus qu'ils ne fédèrent. Mais derrière ce théâtre politique, ce sont en réalité des généraux autoproclamés qui dirigent le pays. Fragmenter l'autorité de l'État s'est diluée dans une nébuleuse de petits seigneurs de guerre, chacun régnant sur son fief. Ces hommes n'ont pas conquis le pouvoir par une victoire militaire décisive, comme ils aiment à le prétendre. C'est l'accord politique négocié par feu le président Pierre Buyoya qui leur a offert une place autour de la table. Mais cette ouverture historique n'a jamais été transformée en projet de société. La jeunesse entre résignation et exil. Le silence, c'est celui d'une génération qui ne croit plus en rien. La jeunesse burundaise, majoritairement instruite, mais sans débouché, n'espère plus de changement intérieur. Son seul projet, c'est de partir au Rwanda, au Canada, en Europe, ou même dans des pays voisins plus stables. Les passeports sont devenus des biens rares. Les demandes de visas explosent. La fuite est physique, mais aussi morale. C'était un exode intérieur. L'espoir s'est éteint. Chaque départ est un vote silencieux contre le système. Une dénonciation non exprimée, mais parfaitement claire. Ceux qui restent survivent dans le cynisme, l'humour noir ou le désengagement complet. Un pays cité, un exemple de ce qu'il ne faut pas faire. Ce désastre ne passe pas inaperçu dans la région lors des sommets à huis clos. Plusieurs chefs d'État d'Afrique de l'Est ont fait référence au Burundi comme un exemple à ne pas suivre. Sans jamais le nommer directement, il le cite en creux. Un pays sans cap, sans rigueur, sans respect des principes
de gouvernance les plus élémentaires. Qui sauvera ce pays? Le Burundi n'est pas encore un État failli, mais il est un État vidé de sa substance, une entité administrative sans colonne vertébrale, un territoire tenu par des clans sans vision commune, une nation dont la jeunesse ne croit plus à la nation. Sortir de cette impasse est nécessaire, bien plus qu'un changement de visage. Il faudra briser le cycle du clientélisme, de l'ethnisme, de la gouvernance militaire. Il faudra réintroduire la compétence, le silence, le mérite, la science, le mérite et la rigueur et la planification à long terme dans la sphère publique. Voilà une rédaction de Marc Delmotte, envoyé spécial au Burundi du journal Le Soir de Belgique. Auditeurs et auditrices de Radio-Télévision Nouria Mashariki, nous vous remercions pour votre aimable attention. Les nouveaux, n'oubliez pas de presser sur subscribe qui s'est fait une fois pour toutes. Pressez sur like qui s'est fait une fois pour toute émission. Partagez aussi notre bulletin d'information à vos connaissances et faites-nous vos commentaires. Bonne nuit à tous, vous étiez au micro de Senama.